je remercie l'Académie d'avoir accepté de me laisser parler de ce sujet polémique. Je ne suis pas là uniquement pour faire de la publicité pour l'ouvrage que j'ai rédigé, mais en 20 minutes, je ne pourrais pas traiter tous les aspects de ce problème. Et donc, si vous voulez en savoir plus, il me suffira de vous y plonger. D'abord, qu'est-ce qu'une live surgery ou chirurgie en direct? Il n'existe pas de définition officielle, et c'est la raison pour laquelle je me suis permis de vous en suggérer une. C'est pour moi une intervention chirurgicale qui est réalisée dans des conditions inhabituelles de personnel, de matériel, d'espace et ou de temps, où le chirurgien est observé par des personnes étrangères à son équipe habituelle et doit répondre à leurs questions en temps réel. Alors, pourquoi fait-on des live surgery? D'abord, ce n'est pas nouveau, puisque l'enseignement de la chirurgie, c'est pratiquement toujours fait par la chirurgie en direct. Je vous recommande d'ailleurs de visionner cette série américaine qui s'appelle The Nick, qui est une série télévisée en 2 saisons qui rapporte l'aventure chirurgicale au début du XXe siècle avec notamment un chirurgien exceptionnel, Alstedt, qui est un peu représenté comme le héros de cette histoire. Alors, sur le plan pédagogique, il y avait une phrase qui était importante du temps de Dessau, puis de Dupuytren, qui consistait à dire « peu lire, beaucoup voir, beaucoup faire ». Alors, pourquoi peu lire? Eh bien, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, on sort de plusieurs siècles d'impressions de Galien et consorts qui se sont opposés aux dissections humaines, et on arrive avec Claude Bernard à la méthode anatomoclinique qui nous fait introduire un peu de rationalité dans l'art chirurgical. Et c'est pourquoi Dessau et Dupuytren disaient peu lire, parce que les seuls grimoires qui étaient disponibles à l'époque étaient ceux des très anciens. Beaucoup voir, bien parce que, justement, puisque les livres disponibles à cette fin 18e, début 19e de chirurgie ne sont pas légion, eh bien, pour acquérir son expérience, il fallait voir les autres faire. Et puis beaucoup faire, eh bien, pour s'entraîner, entre guillemets, sur les malades, puisque c'était le nom qu'on leur donnait à cette époque. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, arrive William Alstedt, cette fois-ci on traverse l'Atlantique, donc à New York, qui lui transforme un petit peu cet enseignement de la chirurgie, voir une fois, faire une fois, enseigner une fois. Ce qui est aussi choquant pour les oreilles d'aujourd'hui, mais qui a guidé pendant presque toute la durée du XXe siècle la plupart des enseignants de chirurgie sur toute la planète. Alors voir une fois, il suffit de voir une fois pour ensuite le faire et l'enseigner. Alors vous allez me dire, c'est quand même choquant par rapport à la phrase du Dupuytren. En réalité, ce qu'il faut retenir, c'est la dernière partie de cette phrase, enseigner une fois. Parce que quand Alstedt arrive, l'enseignement de la chirurgie devient rationalisé et commence à être quelque chose de bien structuré. Aujourd'hui, la phrase qui nous occupe l'esprit dans l'enseignement, c'est « jamais la première fois sur un patient ». Alors, jamais la première fois sur un patient, ben, sur qui et sur comment? Alors, sur les sujets anatomiques ou sur les simulateurs. Mais disons que pendant toute la durée de l'enseignement de la chirurgie moderne, lorsque les barbiers sont devenus des vrais chirurgiens, eh bien, la live surgery est devenue quelque chose de capital pour apprendre la chirurgie aux jeunes chirurgiens. Alors, quels sont les risques de la live surgery? Puisque les avantages finalement sont assez, on le verra tout à l'heure dans les références de biographiques relativement limitées. Quels sont les risques? Alors je vous ai illustré ce petit chapitre des risques par une image du film tiré du roman de Flaubert, Madame Bovary,
où il y a une scène de life surgery qui est absolument extraordinaire, qui est celle du Piémont, où l'on voit effectivement Charles Bovary effectué dans des conditions épouvantables, sous la pression de l'entourage. Le pauvre garçon d'écurie, Hippolyte, lui aussi, c'est le patient, mais lui aussi fait l'objet de pression. Tout le monde essaie de tirer un bénéfice de cette intervention qui commence bien et qui va finir en catastrophe, puisque le patient va finir amputé de cuisse. Mais disons que si vous relisez Madame Bovary, dont vous trouverez une analyse dans le bouquin que j'ai écrit, eh bien, vous avez exactement tous les travers de la life surgery. Alors, vous pourrez les structurer, ces risques, pour le patient, le chirurgien, et puis l'intervention elle-même. Alors, le patient. Alors, ce n'est pas systématique, mais le secret médical, bien souvent, n'est pas respecté, puisque le patient est d'abord examiné, parfois devant tout un panel de personnes, dont certaines ne sont même pas chirurgiens, voire médecins, lorsque certaines life surgeries sont retransmises sur Internet, sans mot de passe, sur toute la planète. Alors ce n'est pas le cas, bien entendu, des gens sérieux, dont la plupart font des life surgeries dans des conditions tout à fait honnêtes et correctes, mais ce risque existe. Et il est important que l'Académie de chirurgie en soit bien informée. Les indications chirurgicales sont parfois mal posées. Lorsque vous êtes chirurgien, que vous allez à l'autre bout de la planète et qu'on vous invite à faire une life surgery, bien souvent, ce n'est pas vous qui avez posé l'indication chirurgicale, mais votre collègue qui vous invite. Et vous pouvez avoir des différences de vue par rapport à l'indication, mais vous êtes pris dans le piège du showbiz et vous êtes contraint, si vous n'avez pas le courage de dire non, eh bien, de faire cette intervention alors que vous n'êtes pas tout à fait convaincu. Bien entendu, encore une fois, je prends des précautions oratoires en disant que ce n'est pas le cas général des life surgery, mais néanmoins, ce problème existe. Il existe des complications péropératoires qui peuvent être fonctionnelles, mais aussi vitales. Et il y a eu plusieurs cas décrits dans la littérature que vous pouvez trouver sur PubMed. Il y en a en réalité des dizaines, voire plus, où des patients dans des spécialités à risque, genre chirurgie vasculaire ou cardiaque, sont décédés en plein milieu de l'intervention. Alors vous allez dire oui, ce sont des interventions à risque, effectivement, mais le stress que subit le chirurgien et les conditions dans lesquelles il opère ne sont pas tout à fait propices parfois à maîtriser certaines complications post-opératoires. Il en est même dans des chirurgies où le pronostic vital n'est pas mis en question, comme par exemple dans l'orthopédie, où vous allez opérer à l'autre bout de la planète, mais vous ne revoyez pas le patient. Vous l'avez opéré, vous ne savez pas ce qui se passe après. Vous ne savez pas si vous avez une prothèse et qu'elle s'est luxée, ou infectée, ou décellée secondairement. Vous ne savez pas exactement ce qui s'est passé dans les suites post-opératoires. Et ça, c'est le cas dans la plupart des cas. Le chirurgien, lui aussi, prend des risques, puisque, vous allez voir tout à l'heure, parfois il n'est même pas assuré pour faire cette intervention dans un autre établissement ou en dehors de son pays d'origine. Son diplôme n'est parfois même pas reconnu dans le pays dans lequel il va exercer, à condition bien sûr que ça se passe dans un pays étranger. Et s'il va dans un pays étranger, il peut être fatigué, sortir de l'avion au décalage horaire. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, nos internes, après une garde, ont un repos compensateur obligatoire. Et nous allons opérer à l'autre bout de la planète, en plein décalage horaire, sans récupérer. Et puis, le chirurgien fait l'objet de pression. Il est observé par la salle, mais aussi par ses pairs, qui l'ont un peu, entre guillemets, contraint. Il a accepté, bien sûr, mais les dimensions d'ego interviennent pour ne pas refuser de s'exposer à ce risque. Et puis le chirurgien, en même temps, doit se concentrer sur son intervention, mais aussi répondre à des questions, et souvent, lorsqu'il s'agit de non-anglophones comme nous, et bien de répondre en anglais en faisant aussi l'effort, bien que notre anglais soit assez, on va dire, correct techniquement, mais faire l'effort aussi de comprendre les questions, d'y répondre tout en opérant, sans perdre le moins le temps possible. Ce qui concerne l'intervention, eh bien le matériel parfois peut être déficient. Vous vous attendez à poser une prothèse telle et vous arrivez, ce n'est pas la prothèse que vous avez, à laquelle vous attendez. Vous n'êtes pas habitué à tel type de garrot ou à tel type d'anesthésie, etc. Et la communication peut être difficile avec le médecin anesthésiste réanimateur s'il ne parle votre langue lorsqu'il s'agit de certains pays qui ne maîtrisent pas parfaitement la langue anglaise. Maintenant, si l'on regarde objectivement l'état de la littérature, il faut avouer qu'il existe une controverse.
Il y a une cinquantaine d'articles publiés à ce jour, dont certains sont pour la live surgery, en avançant comme argument leur intérêt pédagogique, leur intérêt même pour les patients, en indiquant que bien, vous allez, madame, monsieur, être opéré par un expert international pour cette intervention, et donc vous serez mieux opéré que s'il s'agissait de votre chirurgien du coin. Et au contraire, des articles contre, qui considèrent que l'intérêt pédagogique est nul et que le risque est important pour les patients. Bien sûr, nous n'allons pas détailler ces articles, vous les trouverez facilement dans PubMed si vous tapez les mots live surgery, live case, etc. Je les ai tous parcourus en détail et c'est pourquoi je me permets ici d'essayer d'être objectif et de ne pas prendre parti. Je vous donne quelques petits exemples. Alors, je ne sais pas si vous parvenez à lire, mais ici vous avez un chirurgien cardiovasculaire qui est un chirurgien espagnol qui opère sur toute la planète. Il n'a rien de secret puisque c'est publié. Il va un jour opérer à Moscou, le lendemain à Shanghai, ensuite il va en Colombie, à droite et à gauche, et à chaque fois qu'il part quelque part, eh bien, un article sort par les gens qui autour de lui l'ont vu opérer, et ce que je vous ai encadré en rouge, eh bien, il a eu une terrible hémorragie durant l'intervention, et le héros a réussi, pendant que l'ensemble de l'assistance était tremblante, en pensant que ça allait mal se terminer, a réussi à sauver le patient. On est là dans un système de show business assez inquiétant. Alors vous avez d'autres cas où aussi, par exemple, on essaie de faire des études un peu plus sérieuses, où ici vous avez deux cohortes de patients qui ont été opérés de la même intervention, peu importe laquelle, ici c'est en chirurgie cardiaque, je crois, où vous avez 66 patients opérés de la même intervention en chirurgie, en live surgery, et 66 dans des interventions dans des conditions classiques. Et vous voyez que les auteurs se gargarisent de dire que nous n'avons eu qu'un mort en live surgery, alors que nous avons 3 en chirurgie cardiaque, et donc classique, et donc nous pouvons faire des live surgery. C'est plus sûr que la chirurgie, même dans des conditions habituelles. Il y a une mauvaise foi caractérisée de part et d'autre. En revanche, vous avez un autre article ici qui vous dit que finalement vous n'avez aucun élément objectif pour vous dire que les live surgery ne sont pas dangereuses pour les patients et qu'il vaudrait mieux réaliser des interventions chirurgicales filmées et retransmises secondairement, où on n'est pas obligé d'attendre 2 heures alors que pendant l'intervention il se passe peut-être 10 minutes intéressantes, tout le monde y gagne. Et enfin, vous avez par exemple un autre article que je vous ai tiré également, c'est souvent d'ailleurs en chirurgie cardiaque et urologique que l'on trouve les articles. On ne trouve absolument aucun article au moment où j'ai écrit mon bouquin en chirurgie orthopédique par exemple, ou en ophtalmo, où pourtant il existe aussi beaucoup d'accidents, où l'on vous dit qu'effectivement ici le sensationnalisme est incompatible avec le professionnalisme. Il y a donc, vous le voyez, une controverse dans la littérature. Certains, on a l'impression que dans une arène, certains sont pour, d'autres sont contre, le torero ou le taureau. Maintenant, je me suis permis, avec l'aide de l'Académie nationale de chirurgie, de lancer un petit sondage l'année dernière sur l'avis des membres de cette assemblée sur les live surgery, et 37 participants y ont répondu. Et alors la première question était: avez-vous déjà assisté au moins à une live surgery? La grande majorité a répondu oui. Alors vous voyez quelques remarques que j'ai tirées in extenso des questionnaires. Alors, vous voyez que certains disent c'est un grand spectacle comme dans une course de Formule 1 où l'on craint, entre guillemets, ou espère l'incident. D'autres au contraire vous disent c'est très instructif, etc. Autre question, avez-vous déjà pratiqué au moins une live surgery? Et là aussi, c'est la grande majorité. Certains vont vous dire oui, et à risque, c'est une épreuve. Et le patient est l'objet de cet acte à risque. D'autres vous disent, eh bien, j'en fais 1 à 2 fois par mois, etc. Alors, quand on l'a fait, bien entendu, dans son propre établissement et qu'elle est retransmise, je pense que là, on est quand même dans des situations qui sont tout à fait acceptables. Certains disent, c'est pour une chirurgie réglée quotidienne, simple, mais à ce moment-là, pourquoi faire un showbiz dans un grand congrès si c'est pour montrer une simple hernie inguinale? Il faut en réalité montrer des interventions complexes, sinon quel est l'intérêt des live surgery? Avez-vous déjà pratiqué au moins une live surgery dans l'établissement où vous pratiquez habituellement?
Et la grande majorité de ceux qui l'ont fait, la réponse est oui. Certains d'ailleurs disent qu'il ne le faut pas faire ailleurs, sauf exception, pour les raisons de danger que je vous ai écrit tout à l'heure. D'autres vous disent je refuse de le faire à l'étranger. Et puis, voilà, certains vous disent qu'ils en font même une fois par mois. Avez-vous déjà pratiqué une life surgery dans un établissement autre que celui dans lequel vous exercez habituellement? Je suis à 20 minutes, non? Oui, j'ai dépassé, mais comme il y aura de la discussion... Mais normalement, c'est une demi-heure. Ah, c'est 15. Très bien. Alors, je termine. La plupart vous disent, eh bien, oui, bien sûr, on l'a déjà exercé, en critiquant, bien entendu, les conditions dans lesquelles ont été réalisées. J'en ai presque terminé. Avez-vous déjà reçu une rémunération après avoir pratiqué une life surgery? Et au moment où j'ai écrit mon livre, tous ceux que j'ai interrogés m'ont répondu non. Certains ont dit, il ne manquerait plus que ça, hein, que je ne sois pas payé. Et d'autres ont dit, au contraire, ça ne me serait jamais venu à l'esprit. Donc vous voyez encore que la controverse, elle est même sur le plan financier. Vous êtes-vous déjà avez-vous déjà... est-ce que le patient était déjà été informé que vous étiez l'opérateur principal? Eh bien, vous verrez que dans la plupart des cas, c'est le cas. Que les patients ne sont même pas au courant qu'ils sont opérés par un autre opérateur. Avez-vous déjà rencontré une difficulté technique? Là encore, c'est la majorité des cas, avec quelques remarques que vous voyez ici. Vous êtes-vous senti au moins déontologiquement, éthiquement mal à l'aise en pratiquant une life surgery? La plupart des gens répondent non, mais beaucoup vous racontent quand même qu'effectivement, ils le décrivent, mais je ne vais pas vous le faire ici pour des raisons de temps. Vous êtes-vous senti oppressé psychologiquement au moins une fois au cours d'une life surgery? La majorité des cas vous répondent oui, indiscutablement. D'autres, au contraire, sont encore plus à l'aise. En fait, un peu comme un champion olympique est grisé par le fait de se trouver sur la ligne de départ. Votre assurance vous couvrait-elle en cas de complications à l'étranger ou autre? Eh bien, la plupart ne savent même pas s'ils sont protégés. Alors, que faire? Voilà, j'en terminerai ici. Que faire? Que faut-il faire? En tout cas, mon avis, c'est qu'il faut cesser cette loi de la jungle qui existe actuellement, où il n'y a aucune réglementation, du moins dans certaines spécialités. Faut-il les interdire? Je ne crois pas. Faut-il les réguler? Ça, c'est certain. Seulement, qui doit le faire? Comment le faire appliquer? Des comités d'éthique, des sociétés savantes, l'Académie de chirurgie, je pense qu'elle est quand même là pour faire ça, et en plus elle est transversale en chirurgie, elle a une certaine autorité. Le CNOM, je pense que peut-être en cas de défaillance, l'administration, à mon avis certainement pas, mais enfin j'ai essayé de balayer toutes les possibilités. Interdire, c'est facile à dire, mais c'est à mon avis pas facile à faire. Réguler, eh bien voilà, je dirais que je militerais pour qu'un groupe de travail soit défini au sein de cette assemblée pour mettre au point, rédiger une charte transversale, libre aux sociétés savantes des diverses spécialités, d'ensuite les décliner. Je passe ici, j'ai donné quelques exemples, et je vous remercie